Hello et bienvenue dans Out of the Box, le podcast de l'été pour questionner, ressentir et penser autrement. Je suis Julie, coach et formatrice spécialisée dans les relations toxiques. Tous les dimanches, je vous retrouve ici pour parler de vie, de choix, de vérité qu'on n'ose pas toujours dire à voix haute. Chaque épisode est une réflexion née d'un vécu, d'un moment charnière, d'une prise de conscience. C'est une invitation à ouvrir le regard, à sortir des sentiers battus et à se dire « et si on voyait les choses autrement ?» Si ce podcast vous parle, vous touche, vous remue, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Allez, on s'installe et on commence. Dans la vie, il y a des personnes profondément gentilles, profondément bienveillantes, qui se soucient véritablement des autres. Des personnes qui sont toujours prêtes à tout pour rendre service, à se couper en quatre pour que l'autre se sente bien. Des personnes attentionnées qui anticipent très souvent les besoins des autres. Des personnes qui vous écoutent attentivement et vous conseillent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Des personnes qui surmontent les problèmes des autres comme si c'était les leurs. Des personnes qui vous guident même quand vous ne leur avez rien demandé. Des personnes respectueuses qui se dévouent et qui très souvent se préoccupent des autres plus que d'elles-mêmes. Oui, mais voilà, ces personnes-là vous mentent et ne vous rendent pas service au même titre qu'elles ne se rendent pas service à elles-mêmes. Là, ça y est, je crois que j'ai capté votre attention. Ces personnes-là, j'en ai fait partie pendant très longtemps, jusqu'à ce que je comprenne que ce n'était pas véritablement une nature, mais un syndrome. Autrement dit, un problème à régler. Ce que je pensais être de la bienveillance profonde, ce que je croyais être de l'engagement et ma façon de montrer mon amour ou mon affection à ma famille, à mon partenaire, à mes amis, à mes collègues, eh bien, ce n'était pas vraiment ça. C'était ce que l'on appelle le syndrome du sauveur. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler de ce petit syndrome qui, à vue de nez, n'a pas l'air bien méchant ou très problématique. Personnellement, je considère qu'il est pourtant redoutable. Déjà, parce qu'il n'est pas facilement repérable tant que quelqu'un ne vous met pas le nez dedans. Il n'est pas facilement repérable parce qu'on croit qu'il ne fait rien de mal, puisqu'on a plutôt l'impression qu'il nous pousse à nous soucier profondément des personnes qui nous entourent. Donc, grâce à lui, on a cette sensation d'être dans la bienveillance en permanence, qu'on est donc des personnes gentilles qui veulent aider à tout prix. Ouais, mais le bug, il est là. On le sous-estime, alors qu'en réalité, le syndrome du sauveur fait autant de mal à son hôte qu'à ceux qui l'entourent. Et accessoirement, c'est aussi lui qui peut nous faire facilement sombrer dans n'importe quelle forme de relation toxique, amicale, sentimentale, familiale et professionnelle. Plutôt que de vous donner une définition classique, factuelle et un peu chiante de ce que c'est, je préfère vous raconter une histoire personnelle pour vous expliquer en quoi consiste ce syndrome et surtout quelles sont les répercussions qu'il peut avoir sur vous et ceux qui vous entourent. Un moment de vie où j'ai porté ce syndrome. Et vous allez pouvoir enfin comprendre comment ça vient biaiser et souvent détruire des relations. Je vais vous parler d'une rupture amicale qui franchement, mais alors franchement, m'en a fait baver. C'était il y a presque 2 ans, donc ça reste relativement frais, mais j'ai quand même eu le temps de digérer. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. On oublie souvent de le dire, mais faire le deuil d'une amitié, ça peut être aussi, et parfois plus, douloureux que de faire le deuil d'une relation amoureuse. Parce que là aussi, ça touche à nos sentiments, à nos blessures personnelles, à notre identité et à tout notre vécu avec cette personne. Ça laisse des traces aussi dans notre histoire. À la base, cette jeune femme, qu'on nommera Noémie, était ma collègue. On travaillait toutes les deux dans le même service. On était chacune en fin de vingtaine environ. C'était il y a à peu près 9 ans. J'étais la petite nouvelle qui venait d'arriver et j'avais clairement ma place à faire au sein de cette équipe qui était déjà très soudée. Accessoirement, je prenais la place d'une autre jeune femme qui était elle déjà son amie, à Noémie. Donc, autant vous dire qu'à mon arrivée, les portes n'étaient pas spécialement grandes ouvertes. En vrai, c'était pas un problème pour moi, je fais partie de ceux qui ne vont pas au travail pour créer des amitiés,
Tant que l'ambiance reste cordiale et globalement sympathique, c'est pas vraiment un drame pour moi si ça va pas plus loin. Noémie reste quand même polie, elle est agréable et professionnelle. Mais on sent quand même la barrière, vous voyez ? Les semaines passent, puis les mois, et je ne cesse de remarquer comme des contrariétés qui se lisent sur son visage. Une forme d'absence aussi parfois, et des retards à certains rendez-vous. Je ne la sens pas vraiment au top de sa forme, même si je la connaissais pas plus que ça. Je sentais qu'elle se trimballait comme une sorte de poids invisible qui était clairement en train de la ronger. Et puis, surtout, j'ai très vite, mais alors très vite, reconnu les signes. Fatigue extrême, anxiété chronique, des pauses déjeuner qu'elle ne prenait même pas pour passer des heures au téléphone, des SMS qu'elle envoyait discrètement sous la table de son bureau, des sourires crispés. Elle était là, elle faisait son taf, ça personne ne peut lui reprocher, d'ailleurs je l'ai toujours trouvée brillante et talentueuse dans son domaine, mais en même temps, elle n'était pas vraiment là. Elle doutait de plus en plus d'elle-même, de ses compétences, de la qualité de ses propositions. Bref, elle s'effaçait de plus en plus. Ça n'a pas été très difficile pour moi de comprendre ce qu'il se passait, puisque je venais moi-même d'en sortir à peine un an plus tôt. Évidemment, Noémie était en couple, sans surprise, avec le plus grand prédateur qui soit, j'ai nommé le pervers narcissique. Comble! Ça faisait même 10 ans que ça durait. Alors un jour, après une conversation téléphonique qui semblait particulièrement tendue et que j'avais pu observer au loin, je lui ai dit un simple « Est-ce que ça va ?» Et ce « ça va », il a ouvert la brèche. Et je m'y suis engouffrée sans relâche pendant 1 an, jusqu'à ce qu'elle le quitte et que ce soit définitivement terminé. Noémie a été la toute première femme que j'ai pu sauver après ma propre reconstruction et bien avant d'en faire mon métier officiellement. C'est comme ça qu'est née notre amitié. Pendant 1 an, et bien longtemps après, j'ai été une forme de repère pour elle, une forme de soutien clé. Une des rares personnes à pouvoir vraiment comprendre ce qu'elle traversait. J'étais là, sans relâche, jour et nuit. Alors, je ne passais pas que mon temps à la sauver, hein. Nous passions aussi des super bons moments ensemble. Des moments de fête avec beaucoup, trop de shots parfois, mais aussi des soirées entières à refaire le monde. On pouvait parler de tout, absolument tout et pendant des heures. Les faits restent les faits. Notre relation s'est quand même construite autour de cette base de soutien, d'aide, de backup, de renfort, de sauvetage. C'est une femme solaire, joyeuse, intelligente et vraiment très drôle. Notre amitié, elle a perduré comme ça pendant plus de 7 ans. C'était un pilier de ma vie et j'étais un pilier de la sienne. On se voyait au moins 1 fois par semaine, on passait toujours de très bons moments ensemble et je l'avais au téléphone au moins 1 fois par jour pour la rassurer sur des sujets divers et variés. Elle avait une place dans ma vie et dans mon cœur vraiment incontournable. Et puis, quelque chose a changé. Une forme de frustration a commencé à naître à l'intérieur de moi. Pourtant, à l'œil nu, rien n'était vraiment visible puisqu'il ne s'était rien passé de particulier. Mais je me sentais quand même de plus en plus frustrée parce que j'observais, à travers les réseaux surtout, qu'elle sortait toujours beaucoup, qu'elle allait en soirée, qu'elle allait en terrasse, bref, elle faisait la fête, elle faisait sa vie, quoi. Mais que ces moments-là, ces moments festifs, joyeux, légers, moi, je ne les vivais plus vraiment avec elle, en fait. On continuait pourtant de se voir et de s'appeler très souvent. Simplement, nos conversations tournaient toujours autour de ses problèmes personnels ou professionnels. Je ne me retrouvais plus à passer des moments de pur kiff, de simple légèreté ou simplement spontanée avec elle. Ces moments-là, elle continuait de les vivre, oui, mais elle les vivait avec d'autres. Très sincèrement, je pense que ce n'était pas volontaire de sa part, et vous n'allez pas tarder à comprendre pourquoi. Petite précision qui a son importance. Noémie, elle a aussi été là pour m'écouter ou m'encourager quand j'en avais besoin. C'est une réalité, c'était pas une relation à sens unique. Mais il n'empêche que la majorité de nos échanges tournaient autour de ces nombreux problèmes. En gros, de mon côté, la frustration, elle grandissait parce que j'observais qu'elle ne pensait plus à moi aussi spontanément qu'elle avait su le faire dans le passé
pour simplement aller boire des verres de dernière minute ou des simples sorties ou soirées chill. Mais paradoxalement, je restais toujours la première à être sollicitée pour la conseiller face à ses problématiques de vie. Parce que des problèmes, il y en a eu. Et il y en a toujours eu, en fait. Et ça, à l'époque, je ne me rendais pas vraiment compte. Alors, j'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire. J'ai encaissé et j'ai laissé les choses s'accumuler. Alors, pour être 100% honnête, c'est pas tout à fait vrai. J'ai quand même verbalisé quelques petites choses avant. Avant que ça pète, hein, mais alors, littéralement. Un soir de Saint-Valentin, pas fait comme un autre, on s'est retrouvés à la terrasse d'un café entre amis. On était 3. Noémie, comme d'habitude, a 2 bonnes heures de retard parce que là aussi, sans surprise, encore une fois, il y avait eu un problème. C'était le travail, je crois. Autant vous dire que ça m'a pas mise dans de super bonnes dispositions. Parce que c'était en plus ma soirée de départ, je partais m'installer dans une autre ville. En gros, c'était un moment important pour moi. Et en plus, ce qui est un peu bête finalement, c'est que ce soir-là, je comptais lui verbaliser mes inquiétudes sur notre amitié et sur le sujet de ma frustration qui était en train de grandir et qui commençait à pas devenir chouette à gérer. Donc je me suis sentie pas vraiment priorisée ce soir-là, qui était important pour moi, sachant que c'est venu saupoudrer déjà toute la grande frustration. Attention, je n'excuse pas ce qui va se passer. Et 1 heure à peine après être arrivée, coup de théâtre, ou presque, elle se sent très mal physiquement. Alors, vraiment, honnêtement, je ne me souviens même plus du problème en question. Mes souvenirs sont flous sur ce sujet-là. C'était un problème, je crois, à la jambe. Mais, by the way, ce problème à la jambe, il dure en fait depuis des années, quoi. Donc, je ne dis pas que ce qu'elle avait n'était pas grave ou qu'elle simulait. Juste, je vous explique mon état d'esprit à ce moment-là. Moi, à ce stade, j'étais juste lasse, en fait. J'étais blasée, quoi. Qu'encore une fois, il y ait un problème à gérer, qu'encore une fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce soir-là, particulièrement ce soir-là, je n'étais absolument pas disposée à prendre, encore une fois, soin d'elle, comme je l'avais finalement toujours fait, jusqu'à présent. Mes limites, elles étaient atteintes. Et au-delà d'être atteintes, le vase, il avait carrément débordé. Mais ça, elle ne le sait pas. Donc, voilà, en gros, elle part en direction de sa voiture pour aller voir un médecin. Évidemment, son état n'est pas grave, parce que sinon, je la laisse pas prendre la voiture non plus solo. Mais, quelques minutes plus tard, l'autre amie qui était présente, et moi aussi, on reçoit un message. Un truc du style « Je suis dans ma voiture, je ne peux plus bouger ». Donc, évidemment, on se lève, on paye l'addition, accessoirement, et on part la rejoindre. Et puis, sur le chemin, mon autre amie qui est à mes côtés, et on marche en direction de la voiture pour rejoindre Noémie, coup de sang. Vraiment, littéralement, je pète un coup de sang. Oui, parce que à force d'avoir accumulé, je déballe, en fait. Que dis-je ? Je vomis littéralement un flot de reproches, de colère et de « j'en peux plus » à mon autre amie. Concrètement, c'est mon autre amie qui prend, mais alors pour la terre entière. Ni le fond, ni la forme n'étaient acceptables, ça je le reconnais. C'est bien pour ça que je vous dis que laisser les choses s'accumuler sans verbaliser, ce n'est jamais la solution, car quand le bouchon de la bouteille y pète, dans 99% des cas, on ne s'adresse pas à la bonne personne et encore moins de la bonne façon. Résultat, on éclate toutes les deux en pleine rue. Noémie, elle est simplement témoin de cette scène. Je ne pense même pas sincèrement qu'elle ait pu entendre ou comprendre ce qu'on se disait. Elle est là, en mode attente dans sa voiture. Bon, j'imagine aussi accessoirement qu'elle a dû être un peu terrifiée de ce qui était en train de se passer au loin en fait. Moi, je fous mon autre ami dans la voiture, je leur dis quelque chose comme bon courage pour les urgences, je le pense, c'est pas ironique, et je claque la porte. En fait, concrètement, je sais que Noémie, elle est entre 2 bonnes mains, je sais que le problème va être géré, et à vue de nez, personne n'a l'air d'être sur le point de mourir non plus ce soir-là, bien sûr. Mais en tout cas, moi là, c'était pas la bonne idée pour moi de monter dans la voiture, de les accompagner. Déjà, j'avais complètement dépassé mes limites. Vu mon état de nervosité, j'aurais rendu service à personne. Et surtout, j'étais en colère, en fait. J'étais en colère, et à ce moment précis,
Je ne voulais plus me plier encore une fois en quatre pour un énième problème, même s'il avait évidemment une raison d'être ce problème. Mais là, je savais que le problème, il allait être géré, mais cette fois-ci, j'ai dit stop, c'était plus par moi en fait. Et, eh bien, c'était la dernière fois que je voyais Noémie. J'ai tenté, évidemment, à plusieurs reprises d'avoir une discussion. J'ai jamais eu de retour. En clair, c'était la première fois de ma vie que je me suis fait ghoster et j'ai compris que ça piquait fort. Je me suis excusée pour m'être emportée, ce que je n'aurais clairement pas dû faire ce soir-là. Je lui ai demandé si on pouvait échanger pour que je puisse expliquer ce qui s'était passé de mon côté. Mais alors, vraiment, le vent le plus glacial qui soit, hein. Je me le suis pris, mais en pleine tronche. Ouais, ok, aujourd'hui j'arrive à en rire, mais croyez-moi, ça m'a mise KO pendant un bon moment. Un ego, mais alors 6 pieds sous terre, une fierté, mais littéralement envolée, mise de côté, volontairement aussi, et puis, mais alors, 20 000 questions dans ma tête. Comment avait-on pu en arriver là ? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Notre amitié était-elle si peu profonde pour que je puisse ne pas être pardonnée pour un coup de sang ? Pourquoi je n'ai même pas le droit de m'expliquer ? Est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose de mal ? Quelle limite j'ai bien pu avoir dépassée, sachant qu'elle était simplement témoin de la scène ? Spoil, aujourd'hui je n'ai toujours pas la réponse à ces questions, car le contact a littéralement été rompu ce soir-là. Est-ce que je l'ai blessée d'une quelconque façon ? Oui, j'imagine que j'ai dû la blesser à mon tour pour qu'elle décide de rompre le contact, c'est sûr. Est-ce qu'elle avait des choses à me reprocher et qu'elle avait gardé de son côté elle aussi ? Peut-être, sans doute. Est-ce qu'elle vous donnerait une autre version de l'histoire si elle le pouvait, et qui serait tout autant une vérité ? Oui, certainement, il y a toujours 2 versions à une histoire. Mais je n'ai pas eu la chance de débattre ou d'échanger. Donc, face à cette rupture soudaine, brutale et douloureuse, je me suis interrogée. Pour moi, c'était hors de question de la porter pour responsable de tout. C'était trop facile de dire que l'autre a tous les torts. J'avais des choses à lui reprocher, oui. Maintenant, elle a aussi été une amie sans faille pendant très longtemps. Et puis, vous le savez, j'aime apprendre de mes erreurs, j'aime comprendre l'humain, j'aime analyser les faits, j'aime grandir. Dans le tout premier podcast, je vous disais que la plupart de mes grandes décisions ou grands changements de vie venaient souvent de la douleur que je ressentais. Mais cette rupture amicale, elle a clairement été un gros chapitre douloureux de ma vie. Au même titre qu'une rupture amoureuse, il faut retrouver le moyen de se remettre sur pied sans ce qui était un pilier majeur de notre vie. On parle quand même de presque 10 ans de relation. Et puis, au-delà de la tristesse, de la perte, je ressentais aussi énormément de colère. Pas une colère liée à l'ego, même si clairement mon ego il était en PLS, mais une colère qui était surtout liée à l'injustice. L'injustice du fait que je n'aurais pas les réponses à mes questions. En fait, je me sens littéralement impuissante en plus. Si elle souhaitait arrêter la relation, elle en avait bien évidemment tout à fait le droit. Simplement, j'aurais aimé savoir pourquoi. Rester sans réponse, c'est quelque chose qui est d'insoutenable pour moi, mais vraiment. C'est très difficile pour moi de passer à autre chose si je ne comprends pas. Et on peut m'expliquer que j'ai tort. J'ai pas de problème à ce qu'on m'explique que j'ai tort. Mais j'ai besoin de comprendre. Et je pense que beaucoup d'entre vous doivent fonctionner aussi comme ça. En tout cas, vraiment pour moi, c'était ça le plus difficile, c'est de ne pas avoir les réponses à ces questions en fait. Donc, je ressentais de l'injustice aussi parce que je me demandais ce que j'avais bien pu faire de si intolérable pour ne même pas avoir le droit à une seconde chance, et si elle refusait de la donner, à une simple discussion. Ce qui venait, forcément, renforcer la frustration initiale. Et en plus, comme je vous l'ai dit, ça faisait à peu près 10 ans de relation, je connaissais vraiment quasiment toute sa vie, ce qui est venu encore plus rajouter de la frustration, c'est que je savais qu'elle avait pardonné des choses à des personnes qui, selon moi, encore une fois, ça reste dans mon prisme, avaient pour le coup vraiment très mal agi envers elle. Et je me demandais pourquoi eux, elle avait pu les pardonner, et moi, pas. So, injustice, impuissance et frustration au max.
Pour ne pas rester avec ces sentiments qui étaient clairement en train de me ronger, je me suis dit que le meilleur moyen de ne plus se sentir dans l'impuissance, c'était de me redonner du pouvoir. Et quand on veut se redonner du pouvoir, il n'y a pas 36 solutions, hein. C'est l'action. Alors non, je n'allais pas aller prendre ma voiture et l'attendre en bas de son immeuble et la menacer pour avoir mes réponses, même si je ne vous cache pas qu'à un moment donné, la colère m'ayant presque consumée, j'y ai songé, mais ce n'est évidemment pas une bonne chose. Donc, j'ai fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Je me suis simplement questionnée et en tentant d'être la plus objective possible. Alors, je me suis demandé comment on avait pu en arriver là. Et ça tombe bien, parce que c'est au même moment que j'entame ma reconversion professionnelle. Donc autant vous dire que du travail sur soi, sur les blessures émotionnelles, sur les profils psychologiques et tutti quanti, j'en ai bouffé. Et merci parce que c'est ce qui m'a aidé à comprendre une jolie partie de la situation avec un regard plus posé et un regard de coach. En retraçant le fil de l'histoire, je me suis aperçue que Noémie avait très régulièrement des problèmes dans sa vie à gérer. En clair, même si c'est une personne joyeuse, solaire, gentille, sympathique, intelligente, etc., vraiment, il n'en demeure pas moins que très souvent, il y avait quelque chose qui n'allait pas, et souvent avec des proportions hors normes. Ça pouvait être des relations sentimentales souvent très compliquées, des jobs dans lesquels elle se plongeait corps et âme avec des managers toxiques et où elle se retrouvait quasi systématiquement en burn-out, ou encore des problèmes de santé récurrents. Et parfois, c'était tout ça en même temps. Nota bene, je ne dis pas que c'était volontaire ou conscient, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup douté avant de faire ce podcast, parce que le but ici n'est de blâmer personne. Si je vous partage ça, c'est pour que vous compreniez ce qui peut se jouer dans les relations sans qu'on s'en rende compte. Donc, je résume, énormément de problèmes. Et moi, dans chaque situation, j'accourais, je plongeais littéralement. Je conseillais, j'analysais, je débattais, je cherchais des solutions, j'encourageais, je motivais à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. J'étais là. Matin, midi, soir, je pouvais répondre à n'importe quelle problématique, amoureuse, professionnelle, culinaire, esthétique, bref, je la sauvais. Ça y est, vous avez enfin le lien avec le tout début du podcast. Et pas trop tôt, oui, je sais, j'adore raconter ces histoires. J'adorais sauver Noémie. Je ne m'en rendais même pas compte en plus, mais ça me motivait, ça me stimulait, ça me faisait me sentir utile. Et j'adorais voir aussi toute la reconnaissance qu'elle avait pour moi à chaque fois que j'accourais ou que je répondais dans les moments délicats. J'avais, vous savez, toujours des petits messages comme « Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Merci, t'es super, t'as toujours les mots qu'il faut ». Je suis certaine que vous pouvez aussi vous reconnaître dans ce genre de relation. Ou peut-être même de l'autre côté, du côté de celle qui envoie les messages. Je croyais qu'en faisant tout ça, je lui montrais à quel point elle était importante pour moi. Et le fait qu'elle se tourne toujours vers moi, ça me faisait me sentir importante aussi. Je ne sais pas, et je ne saurais jamais pour quelle raison elle a préféré rompre le contact. Mais je voulais comprendre ce qui avait pu mener à l'échec de cette relation que je trouvais pourtant si belle et profonde. Et puis, ça permet de ne pas refaire les mêmes erreurs aussi, c'est bien. C'est donc comme ça que je me suis rendu compte que je portais en moi le syndrome du foutu sauveur. Là, c'est peut-être le moment de vous partager une petite définition. Le syndrome du sauveur, c'est le fait d'avoir besoin, j'insiste sur ce mot, besoin d'aider, de protéger ou de réparer les autres, souvent au détriment, j'insiste aussi sur ce mot-là, au détriment de soi. Ce n'est pas juste être gentil ou bienveillant, c'est se sentir responsable du bonheur ou des problèmes de l'autre au point de s'oublier, au point de se sacrifier, de faire passer sa propre vie ou ses propres problèmes au second plan. Et si vous avez écouté le 2e épisode du podcast, vous savez que se sacrifier, ce n'est absolument pas une bonne idée.
Alors, attention, gros warning. Avoir le syndrome du sauveur ne signifie pas que j'ai pour autant le beau rôle dans cette histoire, hein. Parce que, psychologiquement, lorsque l'on se positionne en sauveur dans une relation, cela signifie que, inévitablement, mathématiquement, on va attribuer à l'autre un autre rôle, celui de la victime, dans lequel il choisira de se conforter ou non. Mais en tout cas, on l'y pousse fortement. Plus nous tentons de sauver la personne, plus nous la confortons dans ce rôle de victime. Plus on est en train de la priver aussi de son autonomie. Forcément, on est là à tout faire à sa place plutôt que de la pousser à trouver des solutions par elle-même. Je vous rappelle que nous sommes les seuls responsables de notre vie. Je ne peux pas sauver une personne qui n'a pas envie d'être sauvée. Seule elle, cette personne, elle peut le faire. Seule elle. Ce n'est la responsabilité de personne d'autre qu'elle-même. Et oui, il existe des gens qui n'ont pas envie d'être sauvés. Si vous voyez par exemple qu'à chaque fois qu'un problème est réglé, ou justement qu'il ne se règle jamais, ou qu'une solution est apportée, mais que rien ne bouge dans la vie de l'autre, oui, il est nécessaire de se poser la question. A-t-elle envie d'évoluer vraiment ? Mais, en tout cas, c'est à la personne de travailler sur ce sujet, c'est pas à vous, c'est pas votre responsabilité. Il faut comprendre quelque chose aussi, c'est que plus nous tentons de sauver l'autre, plus nous le nourrissons dans la visibilité, souvent inconsciente, qu'il recherche. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a toujours des problèmes. Le sauveur, lui, il a besoin de problèmes à résoudre pour se sentir aimé. La victime, elle a besoin de problèmes insolubles pour se sentir aimée et être vue. En gros, c'est un cercle vicieux. Et puis, quand on a le syndrome du sauveur, il y a aussi des cas où on va surréagir. On va proposer 20 000 solutions et on va s'agiter dans tous les sens, bah oui, parce que ça nous stimule, auprès d'une personne qui pourtant ne nous aura, mais alors, rien demandé. C'est-à-dire que cette personne, elle ne se sera pas nécessairement positionnée dans le rôle de victime, et elle aura très bien fait, mais c'est pas grave. Nous, on va foncer quand même, Le syndrome du sauveur, si vous préférez, c'est comme vouloir tenir un parapluie pour deux sous une tempête, sauf que l'autre ne veut même pas s'abriter. C'est ça le comble. Soit cette personne ne veut pas s'abriter parce que s'il n'y a plus de problème, alors elle ne sera plus au cœur de l'attention et ne se sentira plus vraiment exister. Soit elle ne veut pas s'abriter parce qu'elle n'a pas forcément besoin de nous et elle est absolument autonome dans la résolution de ses problèmes. Quand on veut véritablement aider une personne à s'en sortir, à faire bouger les lignes de sa vie, etc., la réalité, c'est que c'est pas à nous de le faire. On peut l'accompagner, la soutenir, l'épauler, mais ce n'est pas à nous de prendre les décisions importantes à sa place. Ce n'est pas à nous d'avoir non plus toutes les réponses. J'aimerais faire un gros rappel aussi, on peut guider l'autre sans s'oublier soi. Mais surtout, sans le priver de son pouvoir décisionnel et de son autonomie. Dans mon cas, à force d'avoir trop dirigé Noémie, finalement, je me suis rendu compte que je l'avais pas aidée tant que ça à développer sa confiance en elle, puisque j'étais une béquille accessible jour et nuit. Donc, à la moindre décision importante, à la moindre rédaction de mails ou de messages délicats, elle se tournait vers moi. Et moi, je faisais les choses plutôt que de lui remettre la responsabilité entre les mains. Conclusion. Elle est devenue dépendante aussi de cette aide. Et j'en suis tout autant responsable qu'elle. De par ma position de sauveur et du fait de la conforter dans son rôle de victime, la dynamique de la relation, elle est devenue clairement dysfonctionnelle. On est dans une relation de codépendance. J'aurais dû ne pas me sacrifier et mettre plus de limites saines. J'aurais dû ne pas me montrer disponible systématiquement pour répondre à chacun de ses problèmes. J'aurais dû me préoccuper de moi autant que je me préoccupais d'elle. J'aurais dû ne pas me sentir responsable de tout ce qu'elle traversait.
J'aurais dû dire stop par moment. J'aurais dû lui verbaliser plus posément la frustration qui était en train de monter. Ouais, mais voilà, ça c'est facile à dire aujourd'hui, évidemment, en tant que coach. À cette époque-là, quand j'avais le nez dedans, je ne me rendais bien évidemment pas compte de tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce podcast pour vous aujourd'hui, parce que j'imagine, en tout cas c'est le but, ça fera peut-être écho à certaines relations. Donc si vous pouvez éviter d'exploser comme moi, je crois que c'est bien. Alors, pourquoi j'agissais comme ça? Pourquoi j'avais le syndrome du sauveur? Et c'est là où je vous invite à vous interroger vous aussi, surtout si vous vous reconnaissez dans cette histoire, et à être honnête avec vous-même. Parce que on n'a pas toujours envie d'entendre qu'en réalité on agit comme ça pour quelque chose de précis. Ce n'est pas juste de l'altruisme ou de la gentillesse gratuite. Et moi aussi, j'ai longtemps cru ça. Mais désolé, ou pas du tout d'ailleurs, mais en fait c'est pas ça. Lorsque l'on est prêt à toujours tout donner aux autres, à aider à outrance, à solutionner ou à conseiller dans la démesure, c'est bien souvent parce que ça vient nourrir aussi quelque chose chez soi, même si on n'en est pas conscient. En fait, cet excès de bienveillance, ne pensez pas qu'il est anodin. Il est là parce que dans le fond, on attend quelque chose en retour. C'est là où je vous demande d'être honnête. Et généralement, on attend de l'amour ou de la reconnaissance. En aidant, en réparant ou en protégeant l'autre, je viens réveiller un sentiment qui est super agréable chez moi, qui est le fait de se sentir utile. Et c'est ce sentiment qui vient rassurer l'image que j'ai de moi-même. Sauf que, soyons honnêtes un instant, si je cherche à me sentir utile à ce point pour les autres, c'est bien que je cherche à combler quelque chose. C'est là que c'est important de le reconnaître, même si c'est pas agréable, je le sais. Ce quelque chose, c'est une faille. Et cette faille, elle provient très souvent de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est concrètement l'amour que l'on se porte à soi-même. C'est l'image que j'ai de moi-même. C'est la valeur que j'estime avoir. Souvent, j'explique à mes coachés, c'est combien de chameaux tu penses mériter. C'est ça, en fait. C'est quoi ma valeur? Et me la faites pas, pas à moi. On ne peut définitivement pas s'aimer et se respecter convenablement si on passe son temps à régler les problèmes des autres et à en faire notre priorité. Impossible. Je ne peux pas penser que j'ai tant de valeur que ça, puisque je priorise les autres au lieu de prioriser qui je suis et mon propre bien-être. Parce que avoir le syndrome du sauveur, croyez-moi, c'est épuisant. Avec ce syndrome, j'alimente aussi la fausse croyance que parce que je suis utile à l'autre, j'ai donc de la valeur. À travers le regard de l'autre, je viens me nourrir et me conforter dans l'idée que je suis quelqu'un de bien, de gentil, d'aimable, d'honorable. Et je vous le redis dans ce podcast aussi, si j'ai besoin d'une personne extérieure pour avoir une raison d'être, pour me sentir légitime avec ce que je suis, pour reconnaître ma propre valeur, alors oui, c'est un problème. Il y a autre chose que l'on ne dit pas non plus sur le syndrome du sauveur. C'est que, bien évidemment, le fait de se préoccuper autant des problèmes des autres, c'est aussi une stratégie pour, je vous le donne en mille, fuir ses propres problèmes. Là aussi, c'est mathématique. Tout le temps et l'énergie que j'investis pour arranger la situation des autres, forcément, je les perds pour mes propres préoccupations. Logique. Autrement dit, c'est plus agréable pour moi de trouver des solutions pour les autres et que d'oser regarder en profondeur ce qui se passe de mon côté. Ah bah oui, ça c'est sûr, c'est nettement moins agréable. Je voulais glisser aussi plus tôt, j'adorais voir tout l'amour et la reconnaissance que Noémie avait pour moi à chaque fois que je l'aidais à régler un de ses problèmes. En fait, on n'est pas loin d'un schéma toxique. Ça fait problème, victime qui se plaint, sauveur qui entre en action, puis résolution du problème,
Victime qui continue de se victimiser, encore parce que forcément elle pense que sans l'autre, elle n'y arrivera pas, et le sauveur qui lui a reçu son shot de boost en passant à l'action, et en même temps son shot de love, de reconnaissance. En fait, je ne le savais pas, mais finalement, tous ces problèmes à répétition à Noémie là, moi aussi j'étais en train de les entretenir, indirectement. Parce que sans problème, j'ai rien à sauver. Je dis pas que je lui trouvais des fausses solutions, absolument pas. Ce que je voudrais vous expliquer ici, c'est que quelque part, ça arrangeait aussi une partie de moi qu'elle ait des problèmes de manière récurrente. Si je ne m'étais pas mise en position de sauveur systématiquement, Noémie, elle ne me solliciterait pas non plus systématiquement. J'entretiens son vice autant que le mien. En répondant trop présente à chaque fois, je l'encourageais aussi à m'en donner plus. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'un feu s'éteignait de son côté, étrangement, un autre se rallumait quasi instantanément. Si je n'avais pas répondu systématiquement, si je ne m'étais pas autant démenée à chaque fois, et si j'avais posé des limites saines, Noémie n'aurait pas non plus eu l'occasion de jouer ce rôle de victime avec moi. Elle se serait positionnée peut-être ainsi avec d'autres personnes, dans d'autres relations, mais notre dynamique relationnelle à nous, elle aurait été différente. Et je vous le redis ici aussi, une relation, ça se joue à deux. Et je vous le donne en mille, ouais je sais, j'arrête pas avec cette expression, c'est exactement ce que j'ai pu observer après coup. Je sais qu'elle entretenait, et qu'elle entretient d'ailleurs toujours encore, d'autres amitiés où, très étrangement, toutes ces problématiques de vie, elles ne sont pas abordées, ou en tout cas pas comme ça. Et c'est exactement ce qui a nourri ma frustration au point d'exploser, de constater qu'il y avait des amis pour le fun, je sais même pas si fun ça se dit encore, je crois qu'on va vraiment me traiter de boomer, et des amis, et surtout moi en l'occurrence, pour les problèmes. Je caricature les traits, mais c'est pour que vous compreniez bien ce qui se joue. En fait, je ne comprenais pas pourquoi je ne faisais plus partie des amis pour le fun. Je sais pas si ça se dit, toujours pas. Mais maintenant, j'espère que vous l'avez compris, c'est sans aucun doute parce que ces amis-là ne se positionnaient pas en sauveur. Donc elles n'avaient pas l'opportunité non plus de se positionner en victime. Le fait est qu'à ce moment de ma vie, où j'étais en train d'être une coach to be, et je prenais conscience de plus en plus de choses, j'ai décidé à ce moment précis que j'étais plus disposée à jouer le rôle de sauveur. Et comme je ne voulais plus rentrer dans cette case, je pense que ça a aussi cassé la dynamique habituelle de notre duo. Mais quand on change les règles du jeu, sans expliquer à l'autre joueur qu'on change les règles du jeu, il ne peut évidemment pas s'adapter, et même s'il en avait eu envie. Donc, voilà le topo. Moi qui n'étais plus prête à accourir et qui était en même temps en manque de divertissement. Elle, qui s'épanouissait avec d'autres amitiés beaucoup plus festives et qui croyait, peut-être, à une forme de rejet de ma part. Un sacré cocktail, tout ça, qui, à un moment ou à un autre, allait mener à une chute. C'était inévitable. Et pourtant, si vous saviez comment je m'épanouissais dans cette relation avant de comprendre tout ça. Voilà pourquoi on vous dit travaillez sur vous, faites une thérapie, faites un coaching. Parce que tout ça, c'est comme des clés de vie, des informations précieuses qui peuvent vous aider à démystifier et à démêler tellement de situations ou à en éviter certaines. On a tous des bobos de vie. On a tous eu des traumas. Alors, gros guillemets sur trauma, parce qu'il y a des échelles différentes. En tout cas, on a tous des choses à comprendre sur soi et sur notre fonctionnement. Parce que certains aspects de notre personnalité, s'ils ne sont pas conscientisés, ou si personne ne vous invite à les questionner, peuvent tout simplement devenir toxiques. Ça ne fait pas de vous de mauvaises personnes, ou des personnes qui cherchent à nuire aux autres, contrairement à certains profils, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que tout ça, ça reste inconscient. Mais il n'en demeure pas moins qu'on peut absolument avoir des traits toxiques
sans être pour autant une personne toxique à proprement parler. Je sais que ça fait pas mal pour aujourd'hui et je suis certaine que ça vous a donné de la matière pour réfléchir. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Dans le prochain épisode du podcast, je vais vous expliquer d'où il vient ce syndrome, comment il naît et surtout, je vais vous donner les clés pour s'en sortir, pour qu'on arrête de vouloir se positionner en sauveur à chaque fois. Je vais encore vous raconter des anecdotes personnelles et aussi des moments où ce n'est pas moi qui ai eu le syndrome du sauveur, parce que quand même, je m'en suis débarrassée à un moment donné, et vous expliquer pourquoi ça m'a bien saoulée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce que vous venez d'entendre a résonné, dérangé, apaisé, interrogé, alors c'est que c'était utile. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun des rendez-vous du dimanche. Et si vous pensez à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça aujourd'hui, partagez. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même énergie. En attendant, prenez bien soin de vous.